Chers amis, bienvenue dans cette émission dédiée aux histoires captivantes qui vous emmèneront loin des tracas du quotidien. Aujourd'hui, je vous propose une aventure mystérieuse pleine de suspense et d'intrigues policières, parfaitement adaptée pour un moment de détente ou pour accompagner votre sommeil. Nous allons plonger ensemble dans l'univers fascinant d'Hercule Poirot, le célèbre détective créé par Agatha Christie. Ce récit, ABC contre Poirot, mêle habilement tension et réflexion, tout en restant agréable à écouter grâce à son style narratif fluide et apaisant. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez-vous transporter dans cet univers où chaque détail compte. Bonne écoute. Le redoutable détective Hercule Poirot se retrouve face à un adversaire aussi méthodique que diabolique. Un tueur en série signe ses crimes avec des lettres de l'alphabet, accompagné d'une menace directe adressée à Poirot lui-même. À chaque fois, un guide des chemins de fer ABC est laissé près des corps des victimes. Le jeu macabre commence à Andover avec la mort d'une marchande, puis continue à Bexhill avec une jeune femme prénommée Betty. Avec l'aide de son ami fidèle, le capitaine Hastings, ainsi que de l'inspecteur Japp, Poirot doit déchiffrer les indices dissimulés dans ces meurtres, apparemment sans lien entre eux. Mais pourquoi ce tueur choisit-il spécifiquement de défier Poirot? Quelle sera sa prochaine cible? Plongé dans cette enquête palpitante où logique et intuition sont mises à rude épreuve, la gare était animée comme toujours. Les voyageurs allaient et venaient, pressés par leurs horaires ou simplement perdus dans leurs pensées. Parmi eux se tenait le capitaine Arthur Hastings, de retour après plusieurs années passées loin de l'Angleterre. Il n'avait pas vu Hercule Poirot depuis longtemps, mais il savait qu'il serait là pour l'accueillir. En effet, au milieu de la foule, il distingua bientôt la silhouette élégante et familière du petit Belge, impeccablement vêtu, avec sa moustache soigneusement taillée et son air toujours légèrement suffisant. « Mon cher Hastings », s'écria Poirot en agitant joyeusement sa main, « quel plaisir de vous revoir. Vous n'imaginez pas combien j'ai apprécié vos lettres pendant votre absence. Elles me rappelaient nos aventures passées. » Hastings sourit, ravi de constater que leur amitié n'avait pas souffert de l'éloignement. Ils échangèrent quelques mots sur les derniers événements avant que Poirot ne devienne subitement plus sérieux. « Hastings, dit-il d'une voix grave, savez-vous pourquoi je suis venu vous chercher personnellement aujourd'hui? »« Non, » répondit le capitaine, intrigué. « Pourquoi donc ?» Poirot sortit alors une enveloppe froissée de sa poche intérieure et la tendit à son ami. Sur celle-ci, on pouvait lire en lettres majuscules « Andover, 21 juin ». Rien d'autre. « Que signifie cela ?» demanda Hastings perplexe. « C'est une lettre que j'ai reçue il y a quelques jours », expliqua Poirot. « Elle est signée ABC et contient cette simple indication. Rien de plus. Pas d'explication ni de menace explicite. Juste une date et un lieu. » Hastings fronça les sourcils. La brièveté du message semblait presque insultante. Pourtant, quelque chose dans l'attitude de Poirot indiquait qu'il prenait cette affaire très au sérieux. « Je suppose que vous avez déjà enquêté là-bas. »« Oui, » confirma Poirot, mais rien de suspect n'a été découvert. Cependant, hier soir, une autre lettre est arrivée. Cette fois, elle mentionnait Bexhill pour le BIM. 25 juin. Et regardez ceci. Il montra une coupure de journal que venait de recevoir l'inspecteur Japp. Une femme nommée Asher avait été retrouvée assassinée à Andover, précisément le jour indiqué dans la première lettre. À côté du corps, un guide des chemins de fer ABC avait été abandonné. « Voilà qui change tout », murmura Hastings, impressionné malgré lui. « Vous pensez vraiment qu'il y a un lien ?»« Absolument », répondit Poirot avec conviction. « Ce n'est pas une coïncidence. Notre mystérieux correspondant joue avec nous, Hastings. Il nous met au défi.
Et je dois dire que cela me plaît beaucoup moins que mes précédentes enquêtes. Les deux hommes décidèrent de se rendre immédiatement à Scotland Yard pour rencontrer Japp et examiner les preuves disponibles. Pendant le trajet, ils discutèrent des possibles motivations du criminel. Était-ce un fou dangereux? Ou quelqu'un ayant une raison personnelle de haïr Poirot? Chaque hypothèse semblait plausible, mais aucune ne fournissait encore de réponse claire. À Scotland Yard, Japp les accueillit avec un air préoccupé. Il leur raconta ce qu'il savait de l'affaire Asher. La victime, une petite commerçante, respectée dans son quartier, avait été tuée par un violent coup porté à la tête. Son mari, connu pour ses colères explosives, figurait parmi les principaux suspects. Cependant, aucun mobile apparent ne justifiait ce crime particulier. Pendant ce temps, Poirot examinait attentivement le guide ABC, cherchant le moindre indice qui pourrait orienter l'enquête. Ce geste symbolique cachait forcément un message, peut-être même un défi supplémentaire lancé directement à lui. Quelques jours après leur visite à Scotland Yard, une nouvelle tragédie frappa. Le matin du 25 juin, un promeneur découvrit le corps sans vie d'une jeune femme dans un parc isolé à Bexhill. L'information se répandit rapidement, provoquant une vive agitation dans cette petite ville côtière autrement paisible. La victime, Elizabeth Betty Barnard, avait été retrouvée étranglée, son visage figé dans une expression de terreur. Comme à Andover, un guide ABC avait été soigneusement placé près du corps, comme un macabre trophée. Lorsque Poirot et Hastings apprirent la nouvelle, ils ressentirent un mélange de frustration et d'urgence. Leur adversaire suivait un schéma précis, utilisant chaque lettre de l'alphabet pour guider ses actions homicides. Si Andover correspondait à A et Bexhill à B, où frapperait-il ensuite? C était la question qui taraudait l'esprit de Poirot, qui ne pouvait s'empêcher de sentir que le temps jouait contre lui. « Ce n'est pas seulement une affaire de meurtre, Hastings, dit-il gravement en consultant l'heure. C'est un jeu diabolique où notre adversaire nous défie directement, et il semble prendre plaisir à ce spectacle. » Les deux hommes partirent immédiatement vers Bexhill afin de recueillir davantage d'informations sur Betty Barnard. Le voyage fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Hastings essayait de comprendre comment quelqu'un pouvait agir ainsi, méthodiquement et froidement, sans montrer le moindre remords. Pour sa part, Poirot semblait plongé dans une intense réflexion, triturant nerveusement sa moustache. À leur arrivée, ils furent accueillis par un inspecteur local, un homme trapu, aux manières brusques mais efficaces. Il leur fit visiter le parc où le corps avait été découvert, un endroit ombragé et tranquille, loin des regards indiscrets. Là, encore, Poirot examina minutieusement les lieux, cherchant le moindre détail susceptible de les orienter dans leurs recherches. « Rien ici ne semble hors de l'ordinaire », remarqua-t-il. « Mais rappelez-vous, Hastings, même les indices les plus infimes peuvent avoir de l'importance. » Ils se rendirent ensuite chez les parents de Betty, où ils rencontrèrent son frère, Edward Barnard. C'était un homme grand et maigre dont les traits étaient creusés par le chagrin. Il les reçut avec une politesse contrainte, visiblement bouleversé par la perte brutale de sa sœur. Betty était une fille simple, expliqua-t-il d'une voix tremblante. Elle travaillait dans un magasin de vêtements ici à Bexhill et passait la plupart de son temps libre à lire ou à écrire des lettres à ses amis. Je ne vois vraiment pas pourquoi quelqu'un voudrait lui faire du mal. Pendant qu'Hastings posait des questions supplémentaires à Edward, Poirot se concentra sur les effets personnels de Betty. Dans sa chambre, bien rangée et presque austère, il trouva une série de cartes postales envoyées par une certaine Mademoiselle Higgins. Ces cartes provenaient de diverses villes anglaises, toutes marquées par leurs initiales respectives, A pour Andover, B pour Bexhill. « Voilà notre premier lien tangible », murmura Poirot, les yeux brillants. « Notre assassin ne choisit
pas ses victimes au hasard. Il les relie d'une manière ou d'une autre à ses destinations précises. Cette découverte donna au détective une piste prometteuse, mais elle compliquait également l'enquête. Si chaque victime était liée à une ville particulière, comment identifier les futures cibles avant qu'il soit trop tard? De retour à leur hôtel, Hastings observa pensivement son ami. Malgré son habituelle assurance, il pouvait sentir une once d'inquiétude dans son regard. Pour la première fois depuis qu'il le connaissait, Poirot semblait confronté à un adversaire qui le surpassait en ingéniosité. « Vous pensez qu'il continuera ?» demanda Hastings. « Oh oui », répondit Poirot d'une voix calme mais déterminée. « Et nous devrons être prêts à l'arrêter avant qu'il atteigne Z. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi cet homme agit ainsi. Quelle est sa motivation? Pourquoi nous envoyer ces lettres ?» Tout en parlant, Poirot sortit de sa poche les 2 messages précédents et les étala sur la table. Il les examina attentivement, cherchant le moindre indice qui pourrait révéler les intentions du criminel. « Regardez bien ces lettres, Hastings. Elles sont tapées à la machine, ce qui montre que leur auteur veut masquer son écriture. Mais voyez ces petites erreurs. Une lettre mal alignée ici, un espace irrégulier là. Chaque détail compte. » Hastings hocha la tête, impressionné par la perspicacité de son ami. Mais il ne put s'empêcher de poser une question qui le tracassait depuis le début. Et si ce n'était pas un homme seul? Si plusieurs personnes étaient impliquées dans ces crimes? Poirot secoua doucement la tête. Non, Hastings. Je crois fermement que nous avons affaire à un individu unique. Quelqu'un intelligent, organisé, peut-être même obsédé par l'idée de perfection, mais aussi quelqu'un qui aime se vanter de ses exploits. Ces lettres ne sont pas seulement des avertissements, elles sont des provocations. Le silence s'installa entre eux, interrompu seulement par le tic-tac de la pendule murale. Finalement, Hastings rompit le silence. « Alors, que faisons-nous maintenant? Attendons-nous simplement la prochaine lettre? » « Non, » répondit Poirot fermement. « Nous devons anticiper, analyser les données que nous avons déjà, trouver des points communs entre les 2 victimes, et surtout, découvrir qui est cette fameuse mademoiselle Higgins. » C'est ainsi que les 2 détectives commencèrent à rassembler les pièces du puzzle, conscients que chaque minute comptait. Car quelque part, leur mystérieux adversaire préparait déjà son prochain coup, prêt à ajouter une nouvelle lettre à son sinistre alphabet. Le lendemain matin, Poirot et Hastings se retrouvèrent dans une petite salle de réunion au commissariat de Bexhill. L'inspecteur Japp avait rejoint leur rang, apportant avec lui les derniers éléments recueillis sur les lieux du crime, ainsi qu'une liste des personnes ayant croisé Betty Barnard dans les jours précédant sa mort. La pièce était exiguë, mais elle vibrait d'une énergie intense, comme si chaque mot prononcé pouvait être crucial pour résoudre l'énigme. « Alors, messieurs, » commença Poirot en tapotant légèrement la table du bout de ses doigts, « où en sommes-nous? Nous savons désormais que nos 2 premières victimes partagent un lien commun, ces cartes postales envoyées par une certaine mademoiselle Higgins. Mais qui est-elle? Pourquoi s'intéressait-elle à elle? » Japp haussa les épaules, visiblement frustré par son incapacité à répondre à ces questions fondamentales. « Nous avons vérifié toutes les bases de données disponibles, » expliqua-t-il. « Aucune mention d'une mademoiselle Higgins correspondant aux descriptions fournies ne figure dans nos registres. Cela pourrait être un pseudonyme ou... » Il s'interrompit brusquement, conscient que ses suppositions n'étaient guère utiles à ce stade. « Un pseudonyme, c'est fort possible, » reprit Poirot en hochant pensivement la tête. « Mais même sous un faux nom, cette personne laisse des traces. Il suffit de savoir où chercher. » C'est alors qu'Hastings, qui feuilletait distraitement une pile de documents, fit une découverte intéressante. Dans les papiers personnels de Betty Barnard, il trouva une lettre manuscrite, écrite de manière élégante mais précipitée.
Elle était signée H et contenait quelques phrases énigmatiques. « Ma chère Betty, je suis désolé de ne pas avoir pu venir te voir ces derniers temps. Les événements se précipitent et je dois agir rapidement. Sache que tu es toujours dans mes pensées. Reste vigilante. Ton ami fidèle H. » Hastings lut le texte à voix haute, suscitant immédiatement l'attention de ses compagnons. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il. « Une autre piste ou simplement une coïncidence ?» Poirot prit la lettre entre ses mains délicates, l'examinant sous toutes les coutures. Son regard s'attarda sur les mots « événement se précipite » et « reste vigilante », comme s'ils contenaient une signification cachée. Cela ressemble davantage à une mise en garde qu'à une simple correspondance amicale, dit-il lentement. Cette mademoiselle Higgins semble connaître quelque chose que nous ignorons encore. Peut-être même qu'elle est impliquée dans ces meurtres. Directement ou indirectement. L'idée fit frissonner Hastings, bien qu'il ne voulût pas l'exprimer ouvertement. Si cette mystérieuse correspondante était liée au tueur, cela compliquait considérablement l'enquête. « Il faut absolument identifier cette femme », insista Poirot. « Mais comment ? Nous n'avons que ces quelques indices, des cartes postales, une lettre anonyme, cela ne suffit pas. » Japp intervint alors, brandissant une photo qu'il venait de recevoir des laboratoires de Scotland Yard. Elle montrait une empreinte digitale partielle relevée sur le guide ABC trouvé près du corps de Betty Barnard. « Voilà peut-être notre meilleure chance », ajouta-t-il. « Si cette empreinte appartient à notre homme, nous pourrons la comparer avec celle des suspects potentiels. » Poirot hocha la tête, reconnaissant l'importance de cette nouvelle piste. Toutefois, il restait sceptique quant à l'efficacité de cette méthode. Un criminel aussi méthodique que le nôtre ne laisse pas souvent d'empreintes derrière lui, rappela-t-il. Il est prudent, calculateur. Cette empreinte pourrait très bien être un piège destiné à nous induire en erreur. Malgré ses réserves, ils décidèrent de poursuivre cette direction. Pendant que Japp retournait à Londres pour superviser les recherches sur l'empreinte, Poirot et Hastings explorèrent davantage les relations de Betty Barnard dans la communauté locale. Ils interrogèrent ses collègues de travail, ses voisins et même certains clients réguliers du magasin où elle travaillait. Chaque conversation apportait de nouveaux détails sur la vie de la jeune femme, mais aucun indice concret concernant son assassin. Cependant, une rencontre marqua particulièrement Poirot. Ils rencontrèrent une vieille dame, Mrs. Whittaker, qui se souvenait vaguement d'avoir vu Betty parler avec une femme inconnue dans le parc plusieurs semaines avant sa mort. Selon elle, cette femme portait un chapeau extravagant orné de fleurs artificielles et semblait particulièrement nerveuse lors de leur entretien. « Savez-vous où elle allait après ces rencontres ?» demanda Poirot, intrigué. Mrs. Whittaker secoua la tête. « Non, mais j'ai remarqué qu'elle regardait souvent vers la gare. Peut-être attendait-elle quelqu'un ?» Cette information intrigua profondément Poirot. Si cette femme mystérieuse avait rendez-vous avec Betty, pourquoi ne s'était-elle pas manifestée depuis? Était-elle liée à mademoiselle Higgins? Ou faisait-elle partie du cercle des suspects? De retour à leur hôtel, Hastings observa attentivement son ami, notant une expression inhabituellement sérieuse sur son visage. « Vous semblez préoccupé, » dit-il doucement. « Quelque chose ne tourne pas rond, n'est-ce pas ?» Poirot soupira avant de répondre « Oui, Hastings, j'ai peur que nous soyons trop lents. Ce tueur joue avec nous, nous donnant juste assez d'indices pour nourrir notre curiosité, mais jamais assez pour nous permettre de le capturer. » Et pendant ce temps, il continue son jeu macabre. Il se leva, brusquement, arpentant la chambre d'un pas nerveux. Il y a quelque chose que nous manquons, quelque chose de fondamental. Ces victimes, ces destinations, elles doivent avoir un lien plus profond que nous ne l'imaginons. Hastings, bien qu'impressionné par l'intuition de Poirot, ne put s'empêcher de poser une question qui le tracassait depuis le début.
Et si ce lien n'était pas physique? Si ce n'était pas une question de lieu ou de personne, mais plutôt symbolique? Poirot s'arrêta net, fixant son ami avec un mélange d'étonnement et de respect. Symbolique, dites-vous? C'est une idée intéressante, Hastings. Très intéressante. Peut-être devrions-nous explorer cette piste plus avant. Après tout, notre adversaire est un joueur, et les joueurs aiment les symboles. Sur ces mots, il se replongea dans ses pensées, tandis que le crépuscule enveloppait progressivement la ville de Bexhill. Dehors, les rues étaient calmes, presque paisibles. Mais à l'intérieur de cette petite chambre d'hôtel, une tempête intellectuelle grondait, prête à se déchaîner dès que le prochain indice apparaîtrait. Le lendemain matin, une enveloppe blanche immaculée atterrit sur le bureau de Poirot. L'écriture était identique à celle des précédentes lettres, soigneusement tapée à la machine, avec une seule phrase concise « Croydon, 29 juin ». Aucun autre détail ne l'accompagnait. « Ah, voilà notre troisième rendez-vous », murmura Poirot, les sourcils froncés. Il examina attentivement l'enveloppe, cherchant un indice invisible à l'œil nu. Mais comme toujours, elle semblait parfaitement innocente. Hastings, qui venait de pénétrer dans la pièce, s'approcha pour lire par-dessus son épaule. « Croydon ?» demanda-t-il. « Vous pensez que c'est là que frappera notre homme ?» Poirot hocha gravement la tête. « Oui, Hastings. Et cette fois, nous devons être prêts. Nous ne pouvons pas simplement attendre que le crime soit commis avant d'intervenir. Il faut agir avant qu'il soit trop tard. » Les deux hommes décidèrent immédiatement de se rendre à Croydon. Ils contactèrent également l'inspecteur Japp, qui organisa une réunion avec les autorités locales afin de coordonner leurs efforts. Tous étaient conscients que le temps jouait contre eux. À leur arrivée, ils commencèrent par visiter les lieux mentionnés dans les cartes postales envoyées par Mademoiselle Higgins. Un café, une librairie, un parc. Chaque endroit semblait ordinaire, mais Poirot savait que chaque détail comptait. « Regardez bien autour de vous, Hastings, » conseilla-t-il. « Notre homme pourrait déjà être ici, observant nos mouvements. » Effectivement, une sensation étrange planait dans l'air, comme si quelqu'un les épiait. Mais malgré leurs recherches minutieuses, aucun suspect évident ne se présenta. Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'une piste inattendue émergea. Un marchand ambulant, âgé et ridé, se souvenait avoir vu une femme correspondant à la description de Mademoiselle Higgins près du marché aux puces quelques jours plus tôt. Elle portait un chapeau extravagant, similaire à celui décrit par Mrs. Whittaker à Bexhill. « Savez-vous où elle est allée ensuite ?» demanda Poirot plein d'espoir. L'homme secoua la tête. « Non, monsieur. Mais j'ai entendu dire qu'elle parlait souvent avec un homme au coin de la rue, un type grand, maigre, avec des lunettes rondes. » Cette description fit immédiatement tilt dans l'esprit de Poirot. Il avait déjà croisé ce genre d'individu auparavant, bien que dans un contexte différent. Peut-être s'agissait-il d'une coïncidence, ou peut-être pas. La journée touchait à sa fin lorsque Poirot et Hastings regagnèrent leur hôtel. Leur morale était mitigée. D'un côté, ils avaient obtenu un nouveau témoignage potentiellement crucial. De l'autre, ils sentaient que le temps leur filait entre les doigts. « Nous devons rester vigilants, Hastings », dit Poirot avant de se retirer dans ses pensées. « Ce jeu macabre pourrait prendre une tournure encore plus dangereuse. » Et tandis que la nuit tombait sur Croydon quelque part dans l'ombre, leur mystérieux adversaire préparait déjà son prochain coup. Le jour fatidique du 29 juin arriva rapidement, apportant avec lui une tension palpable. Poirot et Hastings avaient passé la nuit à éplucher chaque détail des informations recueillies jusqu'à présent. Leur adversaire semblait toujours un pas devant eux, mais ils refusaient de se laisser décourager. Chaque indice, aussi minime soit-il, pouvait être la clé qui ouvrirait la porte de l'énigme. Dès l'aube, ils se rendirent dans les rues animées de Croydon, accompagnés par plusieurs agents de police locaux. Leur objectif était clair, surveiller
discrètement les endroits mentionnés dans les cartes postales, tout en restant prêt à intervenir si nécessaire. La chaleur étouffante de cette journée d'été ajoutait à l'atmosphère oppressante, comme si elle reflétait l'anxiété collective qui pesait sur leurs épaules. Pendant que certains policiers patrouillaient autour du marché aux puces, Poirot et Hastings se concentrèrent sur une petite librairie située au cœur du quartier commercial. C'était là que Mademoiselle Higgins avait été aperçue lors de sa dernière visite. À l'intérieur, l'air était frais et embaumait le papier vieux et le cuir usé. Un clocheton tinta doucement lorsque Poirot poussa la porte. « Bonjour, messieurs », dit aimablement le propriétaire, un vieil homme courbé derrière son comptoir. « Que puis-je faire pour vous ?» Poirot s'avança, son sourire charmeur affiché. « Nous cherchons une personne qui serait venue ici récemment. Une femme élégante portant un chapeau décoré de fleurs artificielles. Avez-vous remarqué quelqu'un correspondant à cette description ?» Le libraire plissa les yeux, visiblement perdu dans ses souvenirs. « Maintenant que vous le dites, oui, il y avait une dame comme ça. Elle est venue il y a quelques jours, très distinguée, même si elle semblait quelque peu nerveuse. Elle a feuilleté quelques guides de voyage avant de repartir précipitamment. » Cette information fit battre le cœur de Poirot un peu plus vite. Les guides de voyage. Encore, une fois, leur mystérieux adversaire laissait une trace symbolique. « A-t-elle acheté quelque chose ?» demanda-t-il. Le libraire secoua la tête. « Non, monsieur, elle n'a rien pris. Mais elle a insisté pour savoir où trouver un exemplaire du guide ABC. Je lui ai indiqué une autre boutique non loin d'ici. » Les deux détectives remercièrent rapidement le vieil homme avant de se diriger vers l'adresse mentionnée. Là, encore, ils rencontrèrent un commerçant disposé à collaborer. Cette fois, cependant, l'information fut plus troublante. « Oui, une femme répondant à votre description est venue ici », confirma le vendeur. Mais elle n'était pas seule. Un homme l'accompagnait, grand, maigre, avec des lunettes rondes. Ils ont discuté brièvement avant de partir ensemble. Ces détails coïncidaient parfaitement avec ceux fournis par le marchand ambulant. Poirot sentit une pointe d'excitation mêlée d'inquiétude monter en lui. Ils étaient sur la bonne piste, mais le temps pressait. Tout en poursuivant leurs investigations, ils décidèrent de diviser leurs efforts. Pendant que Hastings explorait davantage les alentours, Poirot retourna au poste de police locale pour analyser les données accumulées. Il étala toutes les pièces du puzzle sur une grande table, les lettres anonymes, les descriptions des GIA, témoins, les photos des lieux de crime et surtout les fameuses cartes postales. Il doit y avoir un lien logique entre ces éléments, murmura-t-il pour lui-même, un motif qui explique pourquoi ce tueur choisit ses victimes spécifiques. Soudain, une idée traversa son esprit. Il se leva brusquement, frappant du poing sur la table. Bien sûr, comment ai-je pu ne pas y penser plus tôt? Hastings, qui venait de rentrer, le regarda avec surprise. « Qu'y a-t-il, Poirot? Vous avez trouvé quelque chose ?»« Oui, Hastings. Ces villes, Andover, Bexhill, Croydon, elles ne sont pas choisies au hasard. Regardez leur position géographique. Elles forment un chemin précis, une route invisible que notre homme suit méthodiquement. Et ce chemin, il mène quelque part. » Intrigué, Hastings s'empara de la carte que Poirot avait dessinée. En pente synthétique de effet, les points représentant les différentes destinations semblaient converger vers une zone spécifique. « Alors, où conduit cette route ?» demanda-t-il. Poirot hésita un instant avant de répondre. « Je ne suis pas encore certain. Mais je crois que nous devons explorer une hypothèse audacieuse. Notre assassin n'est pas seulement motivé par un désir de notoriété ou de vengeance. Il cherche quelque chose, ou quelqu'un. » Cette révélation changeait tout. Si le tueur suivait une trajectoire déterminée, cela signifiait qu'il avait une destination finale en tête. Et peut-être, juste peut-être, cette destination pourrait les aider à identifier sa véritable identité. La soirée avançait lorsque Poirot et Hastings rejoignirent leurs collègues pour une dernière réunion stratégique.
Tous étaient fatigués, mais déterminés. Ils passèrent en revue chaque détail une fois de plus, essayant de prévoir les prochaines étapes du criminel. « Demain sera crucial », conclut Poirot. « Notre homme agira bientôt, nous devons être prêts à le coincer dès qu'il se trahira. » Mais tandis que la nuit enveloppait lentement la ville, aucun d'eux ne savait encore à quel point leur intuition serait mise à rude épreuve. La matinée suivante fut marquée par une tension palpable. Poirot, Hastings et leurs collègues de Scotland Yard étaient réunis autour d'une grande table couverte de documents, de cartes et de photos. Chaque détail recueilli jusqu'à présent avait été minutieusement analysé, mais une question cruciale restait sans réponse. Où frapperait leur adversaire en prochain? Si nous supposons que chaque ville est choisie selon un schéma géographique précis, commença Poirot, alors il doit y avoir une logique derrière ces choix. Nous devons identifier ce motif avant qu'il ne soit trop tard. Il étala devant lui une carte détaillée de l'Angleterre, traçant des lignes reliant Andover, Bexhill et Croydon. Comme il l'avait soupçonné, ces points formaient une sorte de route invisible, serpentant à travers le paysage anglais. « Regardez bien, Hastings », dit-il en pointant du doigt la direction générale du tracé. « Cette route mène vers le sud-est. Et si elle continue ainsi, elle aboutira à Guildford. » Hastings se fronça les sourcils, visiblement perplexe. « Guildford? Pourquoi cette ville serait-elle spéciale ?» Poirot secoua doucement la tête. « Je ne sais pas encore. Mais quelque chose me dit que notre homme a choisi ses destinations pour une raison précise. Peut-être qu'il cherche à attirer notre attention sur un lieu particulier, ou peut-être que Guildford abrite une personne ou un objet crucial à ses yeux. » Tandis que les autres membres de l'équipe discutaient des implications possibles, Poirot se replongea dans ses pensées. Il ressentait une étrange sensation de déjà-vu, comme si cette enquête évoquait quelque chose qu'il avait déjà rencontré auparavant. Mais quoi? Soudain, une idée germa dans son esprit. Il se tourna vers Japp qui était plongé dans l'examen des rapports d'autopsie. « Inspecteur, avez-vous remarqué quelque chose de curieux concernant les heures des crimes ?» Japp releva la tête, intrigué. « Les heures? Non, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Ils ont tous eu lieu entre midi et 2 heures de l'après-midi. Pourquoi cette coïncidence serait-elle importante ?» Un sourire subtil apparut sur les lèvres de Poirot. « Parce que cela pourrait signifier que notre homme agit selon un horaire strict. Pas seulement géographiquement, mais temporellement aussi. Il suit un plan rigoureux, où chaque détail compte. » Cette hypothèse changea immédiatement la perspective de l'enquête. Si le tueur respectait un calendrier précis, il pouvait anticiper ses mouvements avec plus de précision. En combinant les données géographiques et horaires, il pourrait même prédire sa prochaine cible. « Guildford, donc », reprit Poirot après quelques instants de réflexion. « Nous devons nous y rendre immédiatement. Mais cette fois, nous devons être mieux préparés. » Les 3 hommes partirent rapidement pour la ville située au sud-est de Londres. Le trajet fut silencieux, chacun perdu dans ses propres pensées. Poirot, quant à lui, semblait absorbé par une intuition qui grandissait en lui. Il savait qu'ils approchaient de la vérité, mais chaque avancée apportait également son lot de questions inquiétantes. À leur arrivée à Guildford, ils commencèrent par explorer les lieux mentionnés dans les cartes postales envoyées par Mademoiselle Higgins. Une librairie, un parc public, un petit théâtre local. Chaque endroit semblait ordinaire, mais Poirot sentait que l'un d'eux cachait un secret crucial. C'est lorsqu'ils visitèrent le parc que quelque chose attira son attention. Un banc isolé, légèrement éloigné des autres, portait une inscription, gravée dans le bois, ABC. Ces 3 lettres simples, apparemment innocentes, firent battre son cœur un peu plus vite. « Voilà notre indice », murmura-t-il. « Ce banc est un message. Notre homme veut que nous le trouvions. » Ils décidèrent de surveiller discrètement les environs, espérant que leur adversaire ferait une erreur. Mais malgré leurs efforts,
Rien ne se produisit pendant plusieurs heures. La journée s'avançait et l'anxiété montait à mesure que l'heure fatidique approchait. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que tout bascula. Un homme correspondant à la description donnée par les témoins, grand, maigre, avec des lunettes rondes, fut aperçu non loin du parc. Il marchait lentement, jetant des regards furtifs autour de lui, comme s'il cherchait quelqu'un. « Suivez-le, mais discrètement », ordonna Poirot. « Ne le laissez pas nous voir. » Hastings et Japp obéirent immédiatement, tandis que Poirot restait en retrait, observant la scène avec une intense concentration. L'homme entra dans une petite boutique de fleurs avant de ressortir quelques minutes plus tard, tenant un bouquet de roses rouges. C'était le signal que Poirot attendait. Avec un hochement de tête discret, il fit signe à ses compagnons de bouger. Ils encerclèrent rapidement l'individu, bloquant toute possibilité de fuite. « Vous êtes en état d'arrestation », annonça Japp fermement. « Vous avez le droit de garder le silence. » Mais l'homme ne résista pas. Au contraire, il afficha un sourire étrangement satisfait, comme s'il savait qu'ils allaient venir. « Bien joué, monsieur Poirot, » dit-il calmement. « Mais je crains que vous soyez arrivé trop tard. » Ces derniers mots glacèrent le sang de Poirot. Trop tard pourquoi? Avait-il déjà commis un autre crime? Ou préparait-il encore une surprise macabre? La nuit tombait sur Guilford, apportant avec elle de nouvelles interrogations. Mais une chose était certaine, leur mystérieux adversaire n'avait pas encore livré tous ses secrets. L'homme fut conduit au poste de police local où Poirot, Hastings et Japp l'interrogèrent avec minutie. Il se présenta comme Alexander Bonaparte Cust, un nom qui semblait trop théâtral pour être réel. Cependant, ses manières calmes et son arrogance tranquille laissaient peu de place au doute. Ils avaient capturé leur homme. « Monsieur Cust », commença Poirot en s'asseyant face à lui, « vous avez joué un jeu dangereux avec nous, un jeu que vous sembliez gagner jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, tout change. » Cust sourit légèrement, ses yeux brillants trahissant une intelligence acérée. « Oh, je ne dirais pas que j'ai perdu, monsieur Poirot. Pas encore. Vous êtes certes plus rusé que je ne l'avais anticipé, mais... » Il marqua une pause théâtrale, avant de poursuivre, « mais votre victoire est loin d'être complète. » Cette provocation fit monter la tension dans la pièce. Poirot, bien qu'irrité par l'attitude désinvolte de Cust, décida de jouer selon ses propres règles. « Expliquez-moi, monsieur Cust, pourquoi avoir choisi ces 3 villes spécifiques? Andover, Bexhill, Guilford, quel lien existe-t-il entre elles ?» Le prisonnier haussa les épaules. « Peut-être devriez-vous chercher dans vos souvenirs, monsieur Poirot. Après tout, vous êtes censé être le grand détective. » Cette réponse énigmatique intrigua profondément Poirot. Il sentait que Cust savait quelque chose qu'il ignorait encore, quelque chose de crucial. Hastings, qui observait la scène depuis l'ombre, intervint alors. « Et ces cartes postales ?» demanda-t-il. « Pourquoi envoyer des messages à vos victimes avant de les tuer? Était-ce simplement une forme de distraction ?» Cust secoua doucement la tête. « Non, capitaine Hastings, ce n'était pas de la distraction. Chaque carte avait un but précis. Elles étaient des invitations, des appels à venir me rejoindre sur ma route. » Poirot fronça les sourcils, visiblement perplexe. « Des invitations? Vers quoi exactement ?» L'homme esquissa un demi-sourire. « Vers la vérité, bien sûr. Vous voyez, monsieur Poirot, je ne suis pas seulement un criminel ordinaire. Je suis un artiste. Mon œuvre consiste à dévoiler ce que beaucoup préfèrent ignorer. » Cette déclaration fut suivie d'un silence pesant. Poirot comprit que Cust ne parlait pas seulement de ses crimes, mais aussi d'une idée plus vaste, peut-être, même d'une obsession personnelle. « Parlez clairement, monsieur Cust, » insista-t-il. « Quelle vérité cherchez-vous à révéler ?» Le prisonnier prit une inspiration profonde avant de répondre. « La vérité sur moi-même, sur ma vie,
sur les erreurs que j'ai commises. Chaque ville sur ma liste représentait une étape importante de mon parcours. Andover, où j'ai grandi. Bexhill, où j'ai rencontré une femme qui a changé ma destinée. Guilford, Guilford était le point culminant de mon projet. Cette confession fit naître une multitude de questions dans l'esprit de Poirot. Si chaque ville correspondait à une étape significative dans la vie de Cust, cela signifiait qu'il avait choisi ses victimes non pas au hasard, mais parce qu'elles symbolisaient quelque chose pour lui. Alors, pourquoi ces lettres anonymes ? Demanda Hastings. Pourquoi nous impliquer directement dans votre jeu ? Cust eut un rire bref, presque amusé. Parce que je voulais que vous compreniez, que vous voyiez ce que personne d'autre ne pouvait voir. Vous êtes le seul capable de résoudre cette énigme, Monsieur Poirot. Et peut-être, juste peut-être, pourriez-vous m'aider à trouver la paix ? Ces derniers mots furent prononcés avec une sincérité troublante. Poirot sentit que Cust n'était pas seulement un meurtrier méthodique. Il était également un homme tourmenté, cherchant désespérément un sens à sa vie chaotique. La discussion se poursuivit pendant plusieurs heures, chaque mot de Cust apportant un nouvel élément à l'enquête. Lorsque la nuit tomba enfin, Poirot et ses compagnons regagnèrent leur hôtel, la tête pleine de réflexions. « Il y a encore tant de choses que nous ignorons », murmura Poirot en contemplant la rue silencieuse depuis sa fenêtre. « Mais une chose est certaine, cet homme est bien plus complexe qu'il n'y paraît. » Hastings, qui était assis près de la cheminée, acquiesça pensivement. « Oui, mais comment allons-nous prouver ces crimes ? Nous avons besoin de preuves solides pour convaincre un tribunal. » Poirot hocha la tête. « Exactement, et je crois que ces preuves se trouvent quelque part dans son passé. Nous devons creuser davantage, retracer ses étapes, comprendre ce qui l'a poussé à agir ainsi. » Tandis que le silence enveloppait progressivement la chambre, Poirot se perdit dans ses pensées. Chaque détail de l'affaire semblait maintenant s'imbriquer parfaitement, formant un puzzle cohérent. Mais une dernière pièce manquait encore, celle qui expliquerait pourquoi Cust avait choisi de défier Hercule, Poirot personnellement. Cette question serait au cœur de leurs recherches le lendemain, car malgré l'arrestation de Cust, l'énigme restait entière. Et Poirot savait qu'il ne pourrait trouver la paix tant qu'il n'aurait pas percé tous les secrets de cet adversaire diabolique. Le lendemain matin, Poirot et Hastings se rendirent à la prison locale pour interroger Cust une fois de plus. Cette fois, ils étaient déterminés à découvrir les derniers secrets du mystérieux criminel. Chaque question posée semblait rapprocher Poirot de la vérité ultime, celle qui expliquerait pourquoi Cust avait choisi de défier personnellement Hercule Poirot. « Monsieur Cust », commença Poirot en s'asseyant face à lui, « nous savons maintenant que chaque ville sur votre liste représentait une étape importante de votre vie. Mais il reste une question cruciale. Pourquoi m'avez-vous impliqué directement dans votre jeu ?» Cust le regarda fixement, ses yeux reflétant une profonde tristesse mêlée à une certaine admiration. « Parce que vous êtes le meilleur, Monsieur Poirot. Vous seul pouviez comprendre ce que j'essayais de dire. Tous ces crimes, ce n'était pas seulement des actes de vengeance ou de folie, c'était un message, un appel à quelqu'un capable de voir au-delà des apparences. » Cette réponse fit tiquer Poirot, mais il décida de poursuivre son interrogatoire. Un message concernant quoi exactement ? L'homme prit une inspiration profonde avant de répondre. Mon enfance, ma famille, tout ce qui m'a conduit ici aujourd'hui. J'ai grandi à Andover, dans une maison stricte où la perfection était exigée. Mon père était un homme rigide, incapable d'accepter mes erreurs. Il me disait toujours que je devais être parfait, comme lui. Un sourire amer apparut sur ses lèvres. Mais personne ne peut être parfait, n'est-ce pas? Et lorsque j'ai échoué à ses yeux, il m'a rejeté. Je suis parti, cherchant ma propre voie.
Bexhill fut ma première tentative de réinvention. Là-bas, j'ai rencontré une femme extraordinaire, Elizabeth Barnard. Elle m'a donné espoir, m'a montré qu'il était possible de changer. Mais même elle a fini par me quitter, incapable de supporter mes démons intérieurs. Poirot hocha doucement la tête, comprenant peu à peu les motivations profondes de Cust. « Et Guilford ?» demanda-t-il. « Quelle signification avait cette ville pour vous ?» Cust baissa les yeux, visiblement ému. « Guilford, c'était là que tout aurait pu basculer. J'y ai passé quelques années après avoir perdu Elizabeth. J'avais trouvé un emploi stable, des amis sincères. Pour la première fois, j'ai cru pouvoir reconstruire ma vie. Mais il s'interrompit, comme si les mots étaient trop douloureux à exprimer. « Mais quoi ?» insista Poirot doucement. « Mais je n'ai pas su résister à mes vieux démons. Un jour, j'ai lu un article sur vous, monsieur Poirot. Vos succès, vos méthodes infaillibles. Quelque chose en moi a craqué. J'ai décidé de vous défier, de prouver que même le grand Hercule Poirot pouvait être pris au piège. » Ce dernier aveu frappa Poirot de plein fouet. Il réalisa que Cust n'était pas seulement motivé par un désir de vengeance ou de reconnaissance. Il cherchait également à tester ses propres limites, à affronter le symbole vivant de la perfection qu'il admirait et redoutait à la fois. « Vous avez joué avec moi, monsieur Cust ?» dit-il calmement. « Mais savez-vous pourquoi j'ai accepté ce défi ? Parce que je sentais que derrière vos crimes se cachait une histoire humaine, une souffrance que personne ne pouvait ignorer. » Cust releva la tête, surpris par cette compassion inattendue. « Vous comprenez ?»« Oui, » répondit Poirot, « mais cela ne justifie pas vos actions. Les vies que vous avez brisées ne peuvent être réparées. » Les deux hommes restèrent silencieux pendant plusieurs minutes, chacun plongé dans ses pensées. Enfin, Cust murmura « Peut-être que non, mais peut-être aussi que, grâce à vous, j'ai enfin trouvé un peu de paix. » Sur ces mots, l'interrogatoire prit fin. Poirot et Hastings quittèrent la prison, leur cœur lourd mais leur esprit apaisé. Ils avaient résolu l'énigme, mais ils savaient que certaines questions restaient sans réponse. Celles qui touchaient aux failles humaines, aux blessures invisibles qui poussent certains individus vers des actes irréparables. De retour, à Londres, Poirot passa plusieurs jours à rédiger son rapport final. Il y inclut non seulement les faits objectifs de l'affaire, mais aussi ses réflexions personnelles sur la nature complexe de l'âme humaine. Lorsqu'il eut terminé, il ferma doucement le dossier et le rangea dans son bureau. « Une affaire close, Hastings, » dit-il en levant les yeux vers son ami, « mais jamais totalement terminée, car chaque cas nous apprend quelque chose de nouveau, sur nous-mêmes. » Hastings sourit, reconnaissant la sagesse sous-jacente dans ces mots. « Alors, que faisons-nous maintenant? Attendons-nous une nouvelle lettre anonyme? » Poirot secoua doucement la tête. « Non, mon cher Hastings, pour l'instant, profitons simplement de la tranquillité. Car demain, comme toujours, une nouvelle énigme viendra frapper à notre porte. » Et tandis que le soleil couchant teintait les rues de Londres d'une lumière dorée, les deux amis se préparèrent à une soirée paisible, conscients que leur collaboration légendaire continuerait de résoudre les mystères les plus complexes. Nous espérons que cette histoire vous a transporté dans l'univers fascinant d'Hercule Poirot, où chaque détail compte et où la logique rencontre le mystère. Grâce à votre écoute attentive, nous avons résolu ensemble une énigme captivante, plongeant au cœur des secrets les mieux gardés. Avant de nous quitter, sachez que chaque récit est comme une porte qui s'ouvre sur de nouvelles aventures. Si vous avez apprécié ce voyage dans l'esprit du célèbre détective belge, ou au contraire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas apprécié, n'hésitez pas à le dire dans un commentaire. Et surtout, souvenez-vous, parfois la vérité se cache dans les plus petits indices. Alors, restez vigilants. Merci encore pour votre présence et peut-être à très bientôt pour une nouvelle aventure littéraire.
bonne nuit et faites de beaux rêves.